Alors comment les annonceurs perçoivent-ils, annonceurs grands groupes et start-up, comment perçoivent-ils le mobile dans une communication à 360 degrés? Cette vision se transforme-t-elle en extension du web ou est-elle à même de faire du mobile le pilier de la communication, quels que soient les objectifs? Jérôme, welcome back pour l'avant-dernière table ronde de cet après-midi. Voilà, oui, on va faire cette avant-dernière table ronde assez rapidement. J'invite Romain Libaud, General Manager de Deliveroo, à me rejoindre. Samuel Barouk, Marc Gigon et Pierre-Emmanuel Cros. Rejoignez-nous rapidement. Bienvenue. Bienvenue à tous les quatre. Alors, Romain, on va commencer par vous. Deliveroo, je sens que c'est en rapport avec le marché de la livraison. Expliquez-nous un peu votre métier. Tout à fait. Alors, Deliveroo, on est une société anglaise qui existe depuis 2012. On a levé 200 millions d'euros pour s'étendre un peu partout dans le monde. On est aujourd'hui présent dans toute l'Europe, en Asie-Pacifique et à Dubaï. Et on est effectivement un service de livraison de restaurants. Donc c'est relativement simple, vous avez la flemme, vous n'avez pas envie de cuisiner, vous commandez à manger et on vous livre des super restaurants. Et alors on voit votre publicité partout dans le métro en ce moment, mais j'imagine que vous investissez aussi beaucoup sur les mobiles. Que pèse justement le mobile dans votre budget d'investissement publicitaire? Aujourd'hui c'est assez faible, ça représente à peu près 15%. Et il y a tout un tas de raisons pour lesquelles on n'arrive pas à investir plus. On a notamment une application qui n'est pas du tout une application d'entertainment, qui est vraiment une application business et qui s'adresse à des personnes bien précises dans un moment de besoin bien précis et avec des problématiques de géolocalisation qui sont très fortes. Et qu'on va redévelopper dans un instant. À votre droite, Samuel Barouk, bonjour. Alors, donc vous êtes directeur e-business de Nestlé France. Est-ce qu'on a besoin de présenter Nestlé? C'est quoi déjà 150 ans, je crois, le groupe? C'est 150 ans l'année prochaine. Et un géant, évidemment, d'origine suisse de l'agroalimentaire. Voilà, le leader mondial de l'agroalimentaire. On a créé cette division e-business cette année pour accélérer la transformation digitale. Et une de nos priorités est clairement de développer une vision consumer-centrique. Et on utilise le digital et notamment le mobile pour casser la rupture de canal qu'on peut avoir entre le canapé et le magasin. Alors, même question, que pèse aujourd'hui le mobile dans vos investissements? Donc aujourd'hui, quand on regarde le portefeuille de marques Nestlé, c'est plus d'une vingtaine de marques qui sont actives en médias. À chaque fois qu'on travaille la stratégie média de nos marques, on va chercher de la pertinence pour la cible et les insights de la catégorie. Donc, on ne travaille pas de la même façon de jeunes parents pour Nestlé Bébé ou des cibles familiales pour Erta ou alors des possesseurs de chiens pour Purina. Et si on doit faire une moyenne du coup sur nos activités, on se retrouve à plus du quart de nos investissements qui sont dédiés au mobile. Donc, clairement, ça nous positionne au-dessus de nos pairs. Ce sont des chiffres globaux ou sont des chiffres pour la France? Là, ce sont vraiment des chiffres pour la France. Donc 25%, ça vous place donc largement au-delà des 17%, je crois qu'on évoquait tout à l'heure sur les investissements moyens en mobilité. Effectivement. On surperforme le marché. On surperforme le marché. Après, ce qu'il faut voir, c'est la constitution de ces investissements. Aujourd'hui, c'est un agrégat de 3 types d'investissements, comme ont été présentés tout à l'heure. C'est à la fois du SIA, du display et du social. Et de par la nature conversationnelle de nos marques, on surpondère le social, ce qui fait que, par nature, on est plus présent sur le mobile. Pierre-Emmanuel Cros, donc vous êtes directeur général de Performix, c'est le bras armé du groupe Publicis dans la performance. C'était une entité, je crois, créée par Google il y a quelques temps, je me trompe? Oui, vous êtes bien renseigné. En fait, Performix, c'est l'agence de marketing digital du groupe Publicis qui est ancrée dans le réseau Zenith Optimedia. Effectivement, ça a été créé aux États-Unis en 98, puis racheté par DoubleClick. Se retrouve dans le giron de Google une fois qu'ils ont acheté DoubleClick, et Publicis rachète la marque en 2005. Et on le lance, un petit peu plus tard, même 2008, pardon. Et on lance Performix en France en 2010 et on est ce qu'on est aujourd'hui, une des 3 plus grosses agences digitales du marché. Alors on a entendu un de vos concurrents s'exprimer à l'instant. Ouais, c'est très bien, c'était très intéressant. Vous partagez aussi les mêmes analyses. Et que pèse aujourd'hui le mobile dans vos achats aux de vos clients? D'abord, en toute amitié, je félicite mes confrères. On se connaît bien, on a travaillé ensemble avec Sylvia et toute la bande. Donc je trouve que c'est une belle démarche. C'est une démarche que suivent la plupart des grands groupes. L'actualité aujourd'hui du groupe Publicis ne vous a pas échappé sur Publicis One, donc sur l'intégration et la convergence. Donc voilà. Sur les chiffres que Sylvia a annoncés, je me posais la question de la différenciation puisqu'on a exactement les mêmes.
Aujourd'hui, on est à plus de 20% sur le mobile. Donc vous achetez 20% de vos budgets digitaux sur mobile aujourd'hui. En fait, je voudrais pas revenir parce qu'on est pressé dans le temps, mais Samuel l'a très bien expliqué en termes de différents canaux entre le paid search, le display et les plateformes sociales. Donc en moyenne à l'agence, on est un petit peu plus de 20 et Samuel vous a donné son chiffre qui est un de nos gros clients. Très bien. Et à votre droite, Marc Gigon, bonjour. Alors vous êtes vice-président digital de Total Marketing et Services. Merci de cette Sinon, je crée un incident diplomatique, c'est ça, au sein de votre groupe. Alors, on connaît évidemment Total, géant français de l'énergie. Vous êtes aussi un acteur de la publicité. Vous sauriez évaluer le poids du mobile aujourd'hui dans vos achats d'espace ? Alors, on ne communique pas beaucoup sur ce chiffre, mais en tout cas, j'aurais envie de vous dire que pas assez, malheureusement, pas assez. Et d'une manière générale, la chose qui est compliquée pour nous, pour évaluer cet investissement mobile, c'est qu'il est finalement quelque part dispersé, exactement ce qui a été montré tout à l'heure. C'est qu'il faut rassembler à la fois de l'achat d'espace, peut-être du display, mais des achats de mots-clés sur Google aussi, et également de l'investissement informatique pour que l'apps fonctionne et que le back-office qui était montré sur l'iceberg tout à l'heure fonctionne bien. Et donc ça fait une somme d'argent qui est dispersée entre différentes branches de la maison et qui constitue notre investissement en mobile. Et du coup, c'est compliqué de calculer ces investissements ? Non, on arrive à faire la somme régulièrement. Oui. D'accord, mais vous ne voulez pas nous la donner en fait. Voilà, c'est ça, exactement. Une information stratégique. Mais en fait, c'est facile de faire la somme, mais ceci dit, ce qui est compliqué, c'est que sur ce sujet-là, il faut faire travailler des acteurs qui sont effectivement très différents et très éloignés. Et entre la direction de la communication, de l'image de marque, des achats médias, et la direction de l'informatique et des back-office informatiques, c'est pas les univers qui se parlent tous les 4 matins normalement. Alors, on entendait ce matin, il y avait eu un petit peu une sorte de reproche, effectivement, d'un décalage, d'un retard entre les usages. Aujourd'hui, 50% de la consommation se fait sur un écran mobile et ces investissements évalués à 17%. Romain, donc vous parliez de freins objectifs à l'investissement, notamment le frein de la géolocalisation. Réexpliquez-nous un petit peu ce qui vous freine. Oui, alors comme j'expliquais, nous aujourd'hui on est présent que dans certaines villes en France. On est à Paris, en proche banlieue, le Valois, Neuilly, Boulogne, La Défense, Lille, Lyon, Bordeaux et Nantes. Et donc ça représente moins de 50% de la population et un très faible inventaire de géolocalisation. Pour nous, on n'a pas du tout d'enjeu à faire des boosts ou des campagnes de notoriété sur mobile, c'est vraiment de la perf. Et on n'arrive pas à dépenser suffisamment pour aller chercher des volumes d'audience suffisants. Donc on comprend bien, vous n'allez pas investir par exemple à Grenoble, vous n'êtes pas présent à Grenoble. Exactement. Donc vous ne voulez pas toucher les mobinautes grenoblois et par l'absence de géolocalisation, vous êtes un peu en aveugle et vous ne voulez pas investir dans les mauvaises villes. Exactement. Il y a déjà des réseaux de publicité mobile qui ont des données de géolocalisation qui ne sont pas forcément très à jour ou pas forcément très fiables. Donc c'est un premier problème et plus globalement, l'inventaire il est très faible. Ça veut dire que même si on achète tout l'inventaire, c'est pas suffisant par rapport au volume de gens qu'on cherche à toucher. C'est pour ça qu'on fait de l'outdoor comme le métro, qui a une capacité d'audience qui est bien plus importante et géociblée. J'aurais bien une réaction peut-être de Performix là-dessus. Il y a un problème pour remonter les données de géolocalisation et pour investir les budgets souhaités sur une ville en particulier, une région en particulier ? Je ne sais pas s'il y a un problème sur les remontées de données de géolocalisation en particulier, mais en tout cas, il y a effectivement des progrès qui se font petit à petit sur le tracking des résultats. Donc il y a pas mal de choses ce qui est un des facteurs explicatifs du retard des investissements. Alors on peut dire retard, mais en tout cas de cette lenteur de croissance et d'appropriation, puisqu'on a du mal finalement à véritablement bien interpréter l'ensemble des données. On sait que l'univers entre le browsing et l'applicatif, etc., c'est extrêmement compliqué. Dans une phase où on est encore dans une phase d'explication de ce qu'est le marketing digital à énormément d'annonceurs, il y a la vague du programmatique qui part dessus, les ad-blockers, plus le mobile maintenant qui arrive. Donc ça fait beaucoup de choses à assimiler, beaucoup de choses à comprendre pour faire en sorte que les budgets s'accélèrent. Donc en revanche, il y a un petit côté électrochoc qui est que quand on leur montre les audiences, souvent ça réagit. On se dit, oula, Sylvia l'a très bien dit tout à l'heure, on a dépassé début de cette année le nombre de requêtes sur mobile. On a énormément même d'éditeurs aujourd'hui qui ont des audiences plus supérieures sur mobile que sur le desktop, etc. Donc là, ça commence à bouger. Le point après, c'est le comment.
et comment on fait et comment on construit cette stratégie. Voilà. Chez Nestlé, chez Total, vous avez aussi ce problème sur la géolocalisation. Je crois que chez Total, vous avez une vraie réflexion autour des stations-service pour amener les gens à stations-service. Bien sûr, oui, la question de vous avez cette frustration aussi sur les inventaires géolocalisables? En fait, nous, ce qui nous frustre le plus, c'est pas tellement la localisation, c'est le moment dont on parlait aussi tout à l'heure. C'est qu'en fait, nous, on voudrait pouvoir toucher les gens au moment où leur indicateur de jauge dit qu'il n'y a plus de carburant. C'est ça, pour nous, le Graal absolu et qui fera changer, je pense, l'intégralité de nos dépenses. C'est quand même très exigeant, parce que c'est des choses qu'on ne demande pas à la télévision ou à d'autres médias. Là, non, mais pourtant, c'est une chose qui arrivera de manière assez proche. Finalement, avoir accès à cette donnée, il y a beaucoup d'opérateurs, d'acteurs qui auront bientôt accès à cette donnée, qui l'utiliseront, et les gens qui vont... J'ai peur que ce soit des voitures électriques, qui est l'information. Oui, il restera quelques voitures à essence dans les quelques années à venir, quand même, heureusement. Alors, en tout cas, heureusement pour nous aussi. Mais les voitures électriques auront besoin de se recharger également. Non, donc en fait, pour nous, la question bien sûr, de la localisation est importante, mais la question du moment est celle qui fera la différence. Parce que vous achetez beaucoup sur Waze, qui est un service de Google aussi lié à l'usage dans la voiture. C'est un environnement important pour vous? Beaucoup, oui et non. Enfin, non, on achète, effectivement, on a fait plusieurs campagnes, on a fait des campagnes sur Waze. Waze, c'est un acteur bien sûr essentiel pour nous. Il y a 4 millions de personnes aujourd'hui en France qui utilisent régulièrement Waze, qui peuvent noter les stations-service et trouver le prix du carburant dessus. Tout à l'heure, on voyait sur l'écran, il y a une application qui s'appelle Essence Free également, qui est éditée par une petite application, et un petit éditeur nantais qui s'appelle Ripple Motion. Il y a des acteurs aujourd'hui très présents sur le marché du carburant, avec des services de haute qualité. Et effectivement, on essaie d'être présent sur ces acteurs-là. Samuel, est-ce que chez Nestlé, on a besoin de géolocaliser les consommateurs, ou vous avez une approche globale et après tout, tous les inventaires sont bons à prendre? Vu nos taux de pénétration, on a, on va dire d'une façon générale, plutôt une approche globale. Maintenant, on utilise la géolocalisation quand ça fait du sens pour les business. Je vais vous partager par exemple une campagne qu'on a faite cet été sur les glaces extrêmes. Et très clairement, les glaces, c'est météo sensible. Vous avez un pic de chaleur, ça explose. Quand il ne fait pas beau, vous devez trouver des moyens de quand même promouvoir votre business et de chercher à développer les ventes. Et donc, on a fait un partenariat avec les chaînes météo à Plimobile pour, en fonction des températures, déclencher une créa qui est plus centrée sur l'effet « il fait très chaud dehors », ou alors une créa qui était plus centrée sur une dimension, on va dire « il pleut dehors ». Et la créa était parfaitement adaptée, où quand il pleuvait, par exemple, vous retrouviez Betty, qui est la star de la saga publicitaire extrême, en mode un petit peu de t-shirt mouillé, et qui cherchait à libérer... Je sens que le taux de clic était bon, là. Exactement, puisque sur interaction du mobinote, il libérait le cône, et Betty pouvait enfin accéder à son cône. C'est ambigu ce que vous venez de dire. Romain, est-ce qu'il y a d'autres freins à l'achat aujourd'hui pour Deliveroo en France? On a parlé de la géoloc, mais il y a aussi les données, les catégories socio-professionnelles des utilisateurs. Aujourd'hui, le parc mobile, il est surreprésenté par les digital natives qui sont pas forcément clients chez nous parce qu'on s'adresse à des gens qui ont les moyens de se payer le service. On a un service de convenience, on va avoir des utilisateurs similaires à Uber par exemple. Et donc c'est des gens qui vont lire l'équipe et accepter la géolocalisation par exemple. Des vieux, disons-le. Des jeunes vieux. Et des vieux de plus de 40 ans. Parce qui n'ont pas la ça va très vite dans l'Internet. Donc ce parc est relativement faible, plus cumulé au fait que c'est géolocalisé. Ensuite on a aussi des problématiques d'attribution. Ouais. Aujourd'hui, de ce qu'on a identifié dans le mobile, il contribue à la chaîne de transformation d'un client. On a un acte d'achat qui est vraiment spécifique à notre métier, qui fait qu'on n'a jamais de conversion directe sur une bannière. Et aujourd'hui, quand on mène une campagne de display, si on le fait par exemple en direct avec une agence, on va avoir des résultats qui vont être excessivement mauvais, parce qu'en fait la conversion n'aura pas été faite au travers de la campagne de bannière, mais derrière sur du search suite à l'exposition d'une bannière. Et c'est très difficile de pondérer la répétition d'une bannière avant conversion, surtout qu'on va être exposé sur un mobile et ensuite convertir sur un desktop. Donc on a un modèle d'attribution qui est impossible en fait. Alors Pierre-Emmanuel va vous proposer de devenir client de Performix, parce qu'ils ont sans doute les solutions... Je suis pas venu là pour... même si, pourquoi pas. Mais... 200 millions, il a dit. Oui, j'ai entendu. J'ai entendu. Non, mais c'est le vrai sujet, en réalité. C'est-à-dire que
On est à un moment de l'histoire où on voit bien qu'il y a pas mal de plateformes et de solutions technologiques qui sont en train de se développer entre cross-canalité, omnicanalité, surtout mesure cross-device. Et en fait, c'est ce qu'attendent les annonceurs, c'est au moment où on aura basculé dans cette capacité à bien intégrer l'ensemble des points de contact dans les modèles d'attribution et de contribution, qu'on passera au-delà du last click qui vous prévaut encore même sur le desktop, qu'on arrivera à intégrer l'ensemble de ces données, de ces sources, pour qu'on puisse derrière véritablement construire des programmes sophistiqués de communication auprès des publics, qu'ils soient de segmentation, de scénarisation, cross-canaux, qui mesurent réellement derrière l'efficacité de chacun des points de contact. Là, on ne se posera plus la question de se dire est-ce qu'il faut que je fasse une stratégie digitale, mais on sera dans une stratégie dans un monde digital, et même on ira encore plus loin. Est-ce qu'il faut se faire une stratégie mobile? Non, on fera une stratégie dans un monde mobile. À partir du moment où on aura cette logique véritablement unifiée dans la mesure. Ça, c'est dans les 3-4 ans, même peut-être avant, parce qu'à chaque fois qu'on dit 3-4 ans, ça arrive souvent avant. On voit bien aujourd'hui les initiatives d'Atlas, le Customer Match qui est sorti il y a quelques semaines de chez Google. Il y a pas mal d'entreprises de données, de data qui travaillent sur ces sujets-là. Et c'est pour ça qu'on s'est positionné Full Programmatic Agency dans un sens très large, qui met la data au cœur et ensuite scénarise l'ensemble des points de contact. Marc, chez Total, vous percevez ces environnements comme un peu complexes encore aujourd'hui, cette multiplication des interlocuteurs, cette problématique d'attribution aussi, c'est un frein à vos investissements? Oui, enfin c'est un frein. Oui, d'une certaine manière, oui, parce qu'en fait la complexité rend les choses plus difficiles à expliquer en interne, à expliquer pourquoi il faut allouer des budgets à tel ou tel canal ou tel investissement. Et c'est vrai que cette complexité peut nuire à la duplication des choses. En même temps, c'est notre job de rattraper ça, de comprendre et de trouver les meilleures solutions pour nous et nos clients. Et vous vous équipez en conséquence? On parlait ce matin avec les players du e-commerce. On a une très bonne agence conseil qui est intervenue tout à l'heure et qui nous aide beaucoup dans ce domaine-là. D'accord, très bien. Entre autres. Merci, ils abondent dans votre sens. Chez Nestlé, même problématique. Est-ce que ça vous paraît encore un peu complexe, ces investissements sur le mobile? Clairement, je pense qu'il ne faut pas se mentir. C'est plus complexe de travailler à la fois sur le digital et plus spécifiquement sur le mobile avec la multiplication des supports que de valider une copie télé et de faire produire quelques bandes d'antenne. Et aujourd'hui, on a des populations marketing qui sont issues du marketing traditionnel qui doivent monter en puissance pour appréhender toutes ces logiques de mobilité, de digital, etc. Donc, on est en constante évolution et réinvention des modèles, donc on le fait très bien. Maintenant, il faut continuer de le faire parce que l'environnement évolue. Je pense que je vais rebondir sur le point de Pierre-Emmanuel. Pour nous, à la fin, ce qui simplifiera beaucoup la donne, c'est la convergence autour de cette vision consumer-centrique. À la fin, on veut avoir une vision omnicanale du consommateur pour lui parler, améliorer notre connaissance, pour derrière pouvoir lui donner du contenu pertinent. C'est tout ce qui compte, que ce soit du mobile, de la télé ou de l'Internet. Au final, ça ne change rien pour nous. Romain, peut-être il y a une entreprise que je crois qu'on n'a pas encore citée, alors qu'on en a beaucoup parlé ce matin, c'est Facebook, qui a fait beaucoup d'efforts aussi pour attirer les mobiles sur sa plateforme. Aujourd'hui, 75% d'ailleurs de ses revenus, je crois, sont sur le mobile. Est-ce que ça fait partie des solutions à ce problème? Est-ce qu'il ne faut pas acheter plus chez Facebook, par exemple, peut-être un petit peu moins chez Google? Est-ce qu'on n'a pas changé aussi de paradigme une fois qu'on est sur le mobile pour acheter de l'espace? Clairement, Facebook, c'est notre plus gros poste de dépense en ads digital. Ça doit être quasiment au même niveau que le search. Mais le problème, c'est que les datas, elles sont totalement hermétiques. Elles sont chez Facebook. Voilà. Donc, par rapport à ce qu'on vient d'évoquer, c'est une boîte noire. Donc, on ne peut pas du tout exploiter très difficilement la data qui provient de Facebook. Donc, au mieux, on fait du retargeting ou de l'acquisition. Mais dans un parcours client ou une expérience client, ce qu'ils font n'est pas exploitable sur de l'omnicanal. Donc à un moment donné, ça posera des limites. Aujourd'hui, clairement, technologiquement, c'est les plus avancés. Et en termes d'audience, de capacité de ciblage, de géolocalisation avec une précision qui est inégalée et des audiences qui sont quand même conséquentes. Donc aujourd'hui, c'est la seule plateforme sur laquelle on peut acheter de manière significative. Samuel, chez Nestlé, Facebook, c'est une solution ou un problème de plus pour toucher peut-être des populations surreprésentées dans les réseaux sociaux? Je vous ai dit tout à l'heure, on est surpondéré, on va dire, par rapport à nos pairs, en partie lié à notre surinvestissement sur les plateformes sociales. Donc
je pense que d'une certaine façon, ça peut se positionner en solution. Maintenant, on ne le travaille pas comme une solution nominative. On retourne sur la logique du consommateur. Nous, on dirait qu'on est plus focalisé sur finalement ce que fait Google. Ouais, Google et Waze, qui est aussi, oui, parce que qui a été racheté par Google exactement. récemment. Ensuite, parce que Google aura Google for Cars et Android for Cars rapidement, et parce qu'aussi aujourd'hui Google, dans la fiche des points de vente qu'il présente sur Google Maps, donne des informations très très riches, notamment maintenant depuis peu, de fréquentation des lieux, des points de vente, ce qui veut dire qu'ils commencent à avoir un ciblage sur la fréquentation donc des stations, et ils auront une capacité de cibler les moments dont on parlait tout à l'heure de manière très très fine. Donc c'est plutôt vers Google qu'on s'oriente que Facebook. Mais vous les avez essayés ou pas? Alors pas assez encore, pas assez, mais c'est en tout cas vraiment très nettement notre point de focus, il est plutôt là. Pierre-Emmanuel, on sent que Facebook aujourd'hui devient l'acteur dominant dans l'écosystème mobile. Vous avez le même ressenti à votre niveau ou pas? Oui, c'est une évidence aujourd'hui. De toute façon, c'est les premiers qui ont déclaré être mobile first, c'est assez évident. Ils ont conçu un produit qui est adapté à l'écran mobile depuis le début. Alors, je ne sais pas si c'était prévu ou un coup de chance, j'en sais rien, mais bon, ils ont été extrêmement forts. Et puis, ils ont cette manne à la fois d'audience, cette manne de temps aussi que les consommateurs passent sur la plateforme, et puis cette manne financière qui leur permet véritablement d'investir dans les technos qui peuvent le faire. Je vais rebondir sur ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'effectivement, encore aujourd'hui, la donnée qui filtre en fait vers l'extérieur de Google, elle est assez pauvre. Facebook, pardon, elle est assez pauvre, assez peu granulaire aussi quand même, parce que même si c'est vrai qu'il cible très bien géographiquement, il y a pas mal de données qu'on peut avoir par ailleurs qu'on n'a pas sur la plateforme, mais on sait que ça va changer, on sait qu'ils vont avancer dans ces choses-là et qu'on va pouvoir exploiter d'une nouvelle manière leurs données dans les mois qui viennent. Un échange qu'on a eu également ce matin, on sent que dans le passé, notamment sur Google, on achetait surtout des mots-clés, des sponsors ads. Avec le mobile, on achète surtout de l'image. C'est ce qui dope aussi les taux de transformation. C'est quelque chose que vous pouvez observer dans votre communication, dans votre façon d'annoncer chez Deliveroo, par exemple? Pas du tout. Mais toujours pour les mêmes raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, c'est que si on rajoute encore des critères sémantiques, par exemple, on va toucher des micro-niches et vu les taux de conversion ou les taux de clics qu'on arrive à obtenir, En tout cas, vos publicités, c'est des belles assiettes, ça donne quand même envie de manger. Donc la communication visuelle, c'est pas un point plus efficace sur le mobile? Clairement, par contre, la consommation mobile, elle passe avant tout par le visuel plus que par le texte. Et mais pas la publicité? Si, mais y compris dans la publicité, ça veut dire que, par exemple, sur des copies Facebook, quand on peut écrire n'importe quoi. S'il y a une belle image, ça clique. Donc les gens lisent pas beaucoup en fait, et tout le travail est sur ce que nous on appelle l'effet miam miam. D'accord. Chez Nestlé, il y a un effet miam miam également. Vous surinvestissez l'image dans votre communication mobile? Clairement, en tant que ça va rester société agroalimentaire, on va chercher à vendre du miam miam. Et donc c'est des bannières différentes, plus d'investissement dans l'imagerie? Oui, après on vend aussi beaucoup d'émotionnel en fonction de nos business. On vend de l'interaction, on vend de... c'est très dur de nous catégoriser, si vous voulez. On a un portefeuille produit qui est tellement large qu'aujourd'hui, on va en résonance avec la problématique de nos consos. Je vois dans la salle pour Nestlé Bébé, on va plutôt montrer un bébé, et là, c'est pas du miam miam, mais c'est de l'émotionnel fort, pas les enfants, et ça va réagir. C'est gousi-gousi. Un effet gousi-gousi. Juste pour rebondir sur la question, en fait... D'abord, il faut qu'on admette tous, et je pense que vous serez tous d'accord, que la contribution directe est très rare quand même. Donc on peut parler d'image, on peut parler de texte, quels que soient les médias. La contribution directe, c'est surtout une complémentarité, d'où l'importance d'avoir cette mesure unique, bien fiable, qui permet justement d'avoir cette contribution intelligente qui prend aussi l'effet de l'exposition. Donc l'image, certes, c'est évident, parce qu'on est même dans un monde d'images et de vidéos aujourd'hui, mais on voit quand même que même sur le search, les choses basculent. Donc c'est vrai que sur des campagnes de recrutement ou de vente directe, etc., les taux de transformation et du coup, mécaniquement, les coûts d'acquisition sur le mobile ne sont pas encore au rendez-vous. Il y en a qui progressent. On a quand même pas mal d'années d'expérience sur le desktop. On a des univers plus compliqués sur le mobile, mais ça progresse quand même très grandement. Et puis il y a l'effet du moment. Beaucoup de choses ont été dites aujourd'hui, sans vouloir refaire ce qui a été dit. C'est vrai que le moment
et la manière d'intégrer le mobile dans la souscription ou dans l'offre de service, c'est hyper important. Ariel Steinman, tout à l'heure, qui n'est pas une de mes clientes, on discutait de son point. Elle me disait qu'elle avait des taux de transfo sur le effet pub sur le mobile très 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 bas, et pourtant 25% des ouvertures de compte chez Hello Bank se font depuis un mobile. Donc c'est bien une complémentarité, et il y a un effet de mesure dans les modèles. Marc, juste aussi un mot sur l'image, c'est encore plus important sur le mobile. Moi, je pense que c'est pour la problématique est le plus souvent pour nous en conversion, en vente. Hein. Pour nous, la problématique mobile, elle est très proche de la problématique du paiement, en fait, notamment. Il y avait des choses qui étaient montrées sur Starbucks aujourd'hui, qui est pour nous un des modèles de celui du retailer qui a le mieux réussi à mélanger mobile, paiement, fidélité, notoriété. Enfin, il y a et le serviciel qui est rendu au client. Et donc, c'est vrai que le travail qui est fait sur le paiement chez nous est considérable là-dessus. Vous travaillez dessus là, en ce moment sur Oui, Apple bien Pay, sûr, tout à fait. Ouais. Oui, on a des choses importantes effectivement en termes de wallet. Ça arrive quand Apple Pay en France? Apple Pay, ils ont beaucoup de mal Apple Pay parce que les commissions qui sont prises aujourd'hui en fait sont élevées aux États-Unis et parce pas que assez en France. En France il n'y a pas assez de gâteaux à se partager pour que Apple Pay trouve sa place. Mais bon, je leur fais confiance, ils trouveront quelque chose. Mais ils trouveront. Ils sont forts. Un petit mot de conclusion, Romain. Si on devait retenir une chose en tant qu'annonceur, donc vous souhaiteriez investir plus, mais pour l'instant vous n'avez pas forcément trouvé les bons environnements. Tout à fait. C'est un message aux régies, aux gens qui font de la technologie. Nous, on est prêts, donc allez-y. Très bien. Et puis, si vous avez un petit creux ce soir et que vous n'avez pas envie de vous faire à manger, commandez sur Deliveroo, voilà. C'est ça? Et avec mon code personnel ROM Deliveroo, vous avez 10 € offerts sur votre première commande. Ah bah... chez Nestlé, il va falloir proposer aussi à Samuel un discount, je ne sais pas sur quel produit. Un mot de conclusion? Je pense qu'on vit un tournant, on est vraiment dans une dynamique où on se fait challenger en s'asseyant ici sur les 50%, les usages consommateurs. Bon, vous, ça va, vous surperformez déjà le marché. Hein. Oui, mais bon, c'est pas pour ça qu'il faut s'arrêter en chemin. Et il faut juste remettre dans la tête du consommateur. Aujourd'hui, si on devait se dire, par exemple, qu'on avait un produit qui était 100% centré sur des millennials, là, le 100% mobile peut-être ferait du sens. Donc, on va laisser grandir ces millennials et demain, on sera peut-être au 50%. La complexité, c'est que ce n'est pas forcément eux qui achètent vos produits, en fait, hein, donc dans vos stratégies d'achat. Très bien. Et puis, on invite tout le monde à, je sais pas, s'acheter des céréales Crunch ou... Vous pouvez aller en magasin, un café Nespresso. Il y a forcément une promotion en ce moment en magasin, donc allez en profiter. Très bien, merci. Pierre-Emmanuel Cros, également un mot de conclusion. La barre des 50%, elle est atteignable à quel horizon selon vous? J'en ai aucune idée. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est très difficile à dire quand est-ce que ça va arriver. C'est sûr que ça va arriver, ça va basculer. Ça arrivera à partir du moment où l'ensemble de la chaîne de valeur sera connecté, qu'on fera confiance à la technologie et lorsqu'on dira voilà c'est bien mesuré, c'est mesuré comme ça, qu'on l'admette et qu'on le travaille correctement et qu'ensuite, je redis encore sur les modèles de mesure du ROI, ça arrivera quand toute la crainte autour des médias digitaux qui ont été bien médiatisés, bien travaillés et bien mis en œuvre toute cette année, qui a initié d'ailleurs des gros chantiers d'augmentation de la qualité des travaux, etc. Et des audiences. Encore un effort de pédagogie à faire de votre part et de vos collègues. Donc, bien sûr, ça va grandir, etc. Oui, dans les 2 ans, certainement. Et puis, si des grandes marques qui ont quelques millions à investir, ils ne veulent pas hésiter à vous rencontrer pour en discuter. Absolument. De toute façon, en général, il y a des pitchs qui se font en cours et il y a aussi mes confrères interrogés. Et dans ces cas-là, les meilleurs gagnent. Très bien, merci. Et également un mot de conclusion pour Total, les 50% sont envisageables dans la prochaine décennie? Oui, j'espère un peu avant, mais surtout le grand enjeu pour nous, c'est l'Afrique. Hein, parce qu'on a 4500 stations-service en Afrique. Et puis la voiture connectée, hein, on entend que c'est vraiment la voiture connectée, effectivement, bien sûr, il y a un enjeu de savoir récupérer cette information de jauge, mais il y a donc ces stations-service en Afrique, des consommateurs qui aujourd'hui sont tous équipés soit de feature phone ou de smartphone, et avec une appétence, des envies et des comportements différents des consommateurs européens. Et ça, le challenge pour nous est là. Et vous leur faites une ristourne sur le plein demain ou pas? On va en discuter. J'adorerais. Merci en tout cas à tous les 4 pour cette intervention. Et je vais tout de suite laisser la place à vos confrères pour nous parler de fidélisation. Merci à vous. Et oui, merci beaucoup.